Bienvenue dans le Feel Better Podcast. Je m'appelle Colline et mon but est de créer une communauté au sein de laquelle on prône l'amour de soi et l'épanouissement personnel. Dans ce podcast, on parlera d'émotions, de relations et d'introspection. Et j'espère pouvoir t'apporter quelques clés pour t'aider à mieux te connaître, à mieux t'accepter et à construire la vie que tu veux et que tu mérites. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 19 du Feel Better Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 langages de l'amour. Cette semaine, c'est la semaine de la Saint-Valentin et je suis pas forcément très encline personnellement à fêter la Saint-Valentin. Je trouve que c'est toujours un peu commercial et je trouve que l'amour ça s'alimente et ça se fête toute l'année, pas une fois par an. Mais je me suis quand même dit que c'était l'occasion d'aborder un sujet en relation avec l'amour. Cela dit, vous n'avez pas besoin d'être en couple pour trouver cet épisode utile et intéressant, parce que ça s'adresse vraiment à tout type de relation, pas que la relation amoureuse. Les 5 langages de l'amour, c'est vraiment un outil pour vous aider à comprendre comment vous pouvez à la fois exprimer et recevoir de l'amour dans toutes les relations qui vous tiennent à cœur. Donc que ce soit en couple, oui, mais aussi avec votre famille, vos parents, vos amis, vos enfants, etc. Donc les 5 langages de l'amour, c'est quoi ? C'est les 5 grandes familles, on va dire, du mode d'expression de l'amour. Et on va tous exprimer notre amour de manière différente en fonction de notre personnalité, en fonction de comment on a été élevé, en fonction de comment on s'est construit. Donc rapidement, pour ne pas faire durer le suspense plus longtemps, les 5 langages de l'amour, c'est les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le contact physique. Et je vais revenir en détail sur chacun d'entre eux dans un instant, mais d'abord j'aimerais qu'on aborde pourquoi c'est important de connaître ces différents langages. En général, on a tous un ou deux langages de prédilection, et souvent, on va considérer que notre façon d'exprimer notre amour, elle est universelle. En fait, on ne se pose pas vraiment la question naturellement de savoir s'il en existe d'autres. Du coup, on s'attend à ce que la personne en face, elle exprime son amour de la même manière que nous, et reçoive l'amour qu'on lui donne de la même manière que nous. Et cette croyance, à mon avis, elle est à l'origine de beaucoup d'incompréhension, beaucoup de frustration et beaucoup de disputes dans beaucoup de couples, à minima, mais encore une fois applicable à toutes vos relations. Donc comprendre qu'il existe différentes façons d'exprimer son amour et qu'on ne parle pas tous le même langage, ça permet de prendre de la hauteur et à la fois de comprendre comment l'autre personne exprime son amour et du coup d'être aussi capable d'adapter la manière dont vous l'exprimez pour que la personne en face soit réceptive à l'amour que vous lui donnez. Parce que c'est dans les deux sens, bien sûr. En général, quand il y a frustration parce que vous avez l'impression que la personne en face ne veut pas recevoir votre amour ou ne vous exprime pas son amour, en face, il va y avoir un sentiment similaire, tout simplement parce que vous ne parlez pas la même langue. Donc c'est pas la quantité ou la qualité de l'amour qui fait défaut, c'est simplement qu'on ne comprend pas quel est le mode d'expression de l'autre. Et ça, une fois qu'on a compris qu'il y avait différents langages et qu'on fait l'effort d'analyser, de comprendre quel est le langage de l'autre, ça peut réellement se résoudre très facilement. Ça peut vraiment apaiser beaucoup de tensions au sein de la relation et éviter de rentrer dans des rapports de force et au contraire, remettre la réceptivité au sein de la relation. Je parle de réceptivité parce que je pense que pour avoir une relation saine, quelle que soit la relation, il faut savoir donner, c'est vrai, mais il faut aussi savoir recevoir. Et pour recevoir, il faut déjà comprendre ce que l'autre veut nous donner. Donc c'est vraiment l'objet du podcast d'aujourd'hui, c'est de donner une clé parmi tant d'autres qui peut vraiment vous aider à comprendre ce que l'autre a envie de vous donner pour pouvoir vous mettre en état de le recevoir. Parce que quand on apprend à recevoir, à la fois ça permet à l'autre de se sentir valorisé parce qu'il sent qu'il est utile, qu'il participe à votre bien-être, qu'il participe au bien-être du couple ou de la relation, et à la fois parce que ça vous permet à vous de cultiver un état d'esprit de gratitude, de vous sentir aimé et valorisé. Donc ne pas toujours être celui qui donne et savoir basculer dans un état de réceptivité, et vice-versa d'ailleurs, c'est primordial je pense pour avoir un bon équilibre au sein d'une relation et pour que chacun trouve sa place et se sente aimé et valorisé. Du coup, je propose qu'on rentre dans le détail des différents langages, en commençant par le premier, donc les paroles valorisantes. Et je pense que c'est intéressant d'élargir les paroles valorisantes à la communication de manière générale, parce que je pense que les paroles valorisantes, c'est pas simplement dire je t'aime ou t'es belle aujourd'hui. Je pense que c'est plus large que ça. Je pense que c'est la capacité à avoir une communication mature et équilibrée. Ça veut dire que c'est aussi être capable de s'excuser, par exemple, quand on sait qu'on a commis une erreur ou qu'on a blessé quelqu'un. C'est la capacité à créer un climat de confiance pour pouvoir aborder tout type de sujet. C'est la capacité à discuter de ces sujets, peu importe la difficulté, avec calme et respect de l'autre en toutes circonstances. Donc c'est vraiment envoyer un signal à l'autre qui lui signifie qu'il est aimé et valorisé, quel que soit le sujet de la conversation. Et je sais d'expérience qu'on peut parfois perdre l'habitude de donner et ou de recevoir cette forme d'amour-là, notamment dans le cadre d'une relation amoureuse. On peut développer assez facilement dans nos sociétés, je trouve, une forme de pudeur à exprimer des choses simples, comme si ça allait sonner ridicule ou par peur que ce soit pas bien reçu. Et quand on tombe sur quelqu'un pour qui ça vient très naturellement, on peut se sentir gêné. On peut avoir tendance
à minimiser les compliments, à ne pas les recevoir complètement, même à douter d'une partie d'entre eux et de les prendre juste pour de la flatterie. Mais avec le temps, si on se laisse la possibilité de s'ouvrir, si on se laisse la possibilité de faire confiance, de recevoir, on finit par créer justement ce climat de confiance qui nous permet ensuite d'avoir des conversations sur n'importe quel sujet, parfois des sujets difficiles, en restant toujours très connectés. Et c'est extrêmement sécurisant et agréable d'être dans cet environnement pour qu'une relation s'épanouisse. Donc les paroles valorisantes, oui, c'est dire à l'autre qu'on l'aime, c'est lui faire des compliments, c'est lui dire qu'on est fier de lui, mais ça va au-delà de ça, c'est vraiment encore une fois créer cet environnement de confiance qui permet à chacun de s'exprimer pleinement en restant toujours dans le respect mutuel et l'amour partagé. Et je minimise pas du tout le fait de dire je t'aime et je suis fier de toi et je te trouve très beau ou très belle, au contraire je pense que ça part de là. Pour avoir la confiance et la sérénité nécessaires pour parler de sujets compliqués, je pense qu'il est nécessaire déjà d'avoir cette même confiance et sérénité pour parler de sujets très simples. Ensuite, le second langage, c'est les moments de qualité. Alors là, les moments de qualité, on est souvent dans du féminin, donc je dis souvent, donc c'est pas une règle, les hommes peuvent aussi s'exprimer par les moments de qualité, mais c'est vrai que c'est souvent une demande féminine parce que c'est vraiment un langage avec lequel on est dans la réceptivité. La réceptivité, c'est souvent associé au yin, donc au féminin. Donc messieurs, quand madame vous demande de l'inviter au resto, c'est avant tout parce qu'elle veut passer du temps avec vous, et du temps privilégié. C'est-à-dire du temps où vous êtes vraiment dédiés l'un à l'autre pour vous écouter, partager, créer de l'émotion et du souvenir. Je pense que le but vraiment du moment de qualité, c'est ça, c'est de se créer du souvenir, quelque chose qui crée du lien. Le besoin derrière, c'est vraiment un besoin de se sentir connecté à l'autre. Donc avec le moment de qualité, on cherche à créer de l'intimité, c'est vraiment du temps à deux qu'on veut, du temps pendant lequel on arrive à s'ancrer dans le présent, à être pleinement présent avec l'autre, pour l'autre. Et je parlais d'un restaurant tout à l'heure, je pense que c'est souvent ce qui vient parce que c'est ce qui est admis et courant dans la société, mais en fait, un moment de qualité, ça n'a pas besoin ni d'être à l'extérieur, ni d'être payant, évidemment. Un moment de qualité, ça peut tout simplement être, par exemple, dans le cas du couple, une heure que vous prenez le matin, un week-end, où vous restez dans le lit et puis vous discutez, et il n'y a que vous, et vous êtes présents l'un pour l'autre, à vous écouter mutuellement. Et donc c'est vraiment des moments où vous avez la possibilité de créer une connexion plus profonde parce que vous prenez le temps d'être là pour l'autre. Et en fait, c'est tout ce dont vous avez besoin pour faire un moment de qualité, c'est du temps et de la présence. La présence, c'est important. Si vous allez au resto et que vous passez votre temps sur votre téléphone à répondre à des messages du boulot, ça, c'est pas un moment de qualité, parce que vous n'êtes pas réellement présent et que vous allez même au contraire générer de la frustration et donc obtenir l'effet inverse de ce qui était attendu, à savoir générer de l'éloignement, là où vous aviez l'opportunité de créer de la connexion. Donc bien avoir en tête que si vous essayez de vous exprimer avec ce langage-là pour faire plaisir à votre partenaire, ce qui compte avant tout, c'est la qualité de votre présence. Ensuite, si on passe au troisième langage de l'amour, les cadeaux. Donc les cadeaux, ça peut parfois avoir mauvaise presse parce qu'on peut parfois penser que c'est un moyen d'acheter l'amour de quelqu'un. Pourtant, je pense qu'on est nombreux à apprécier offrir des cadeaux au moins autant que d'en recevoir. Personnellement, je sais que les cadeaux, c'est un de mes langages de l'amour. Et pour le coup, j'ai tout à fait conscience que c'est pas forcément le cas en face. Donc je prends beaucoup de plaisir à offrir, mais j'attends pas forcément à recevoir quelque chose sous la même forme en retour. Je sais que j'adore notamment faire des super jolis paquets, j'accroche des petits mots dessus pour rappeler à la personne que je l'aime, et puis j'aime faire des cadeaux qui sont personnalisés, qui parlent à la personne. En général, j'aime bien offrir des expériences, et j'aime plus que tout, en fait, voir la réaction de la personne. Quand je pense avoir eu une super idée sur le choix du cadeau, voir l'émotion que le cadeau génère, la satisfaction quand je vois que le cadeau plaît et que ça crée de l'émotion, vraiment, je trouve ça génial. Donc je trouve que le cadeau, quand il est bien fait, c'est vraiment un moyen de montrer à la personne qu'on la valorise, qu'on l'écoute, qu'on la connaît, qu'on a envie de lui faire plaisir. Et à contrario, quand on reçoit un cadeau qui nous parle, quelque chose qui nous touche, ça fait super plaisir de se rendre compte que la personne en face, elle nous connaît aussi bien, quoi. C'est touchant, c'est valorisant, ça peut être émouvant. Donc le cadeau, c'est vraiment une source de joie, à mon sens, aussi bien pour celui qui offre que pour celui qui reçoit. Et je trouve que ça permet de temps en temps de se rappeler qu'on a de quoi se sentir reconnaissant, et ça permet d'ajouter de la légèreté et du plaisir au sein de la relation. Le quatrième langage de l'amour, c'est les services rendus. Et là, ce qu'on va exprimer, ça va plutôt être le fait qu'on est dans le soutien. Donc les services rendus, c'est l'idée de vouloir décharger l'autre d'une responsabilité et de le faire à sa place en ayant vraiment une motivation saine, c'est-à-dire vraiment l'envie d'aider l'autre. Donc par exemple, si vous videz le lave-vaisselle parce que vous savez que vous allez vous faire engueuler si vous ne le faites pas, là on n'est pas vraiment dans le service rendu, on est plutôt dans je m'achète ma propre paix. Donc ça n'a rien à voir, il ne faut pas confondre les deux. La différence, c'est bien quelle est la motivation qui engendre l'action. Donc le service rendu, ça part d'une intention purement innocente, qui est vraiment celle de vouloir aider l'autre. Et lorsque c'est fait avec cette intention, on apporte vraiment dans le couple la notion d'être une équipe. La notion que chacun est prêt à soutenir l'autre, que chacun assure les arrières de l'autre.
Donc ça réduit notamment, je pense, de beaucoup la fameuse charge mentale dont on parle beaucoup depuis quelques années. Savoir que l'on n'a pas besoin de toujours tout gérer à la maison, savoir qu'on peut compter l'un sur l'autre, ça peut vraiment être libérateur et éviter de se retrouver dans des rapports de force, dans des conflits générés par cette fameuse charge mentale qui peut et qui génère des problèmes de déconnexion au sein d'un couple, des problèmes de libido, des problèmes de communication aussi. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère, le langage des services rendus, ça peut vraiment apporter beaucoup de sérénité au sein d'un couple. Et je pense que malheureusement c'est quelque chose pour lequel la personne en face n'est pas toujours réceptive non plus, parce qu'on est dans une société assez individualiste, et demander de l'aide, c'est souvent perçu comme de la faiblesse. Et ça peut parfois se traduire par un fort besoin d'indépendance, et de toujours répondre « je sais le faire, je peux le faire, j'ai pas besoin d'aide ». Et donc ça peut générer beaucoup de frustration pour celui qui a envie d'offrir son aide, parce qu'on le prive de la possibilité de se rendre utile et d'exprimer son amour. Donc c'est important aussi, je crois, de savoir se mettre dans une position où on accepte l'aide apportée. Ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de le faire, ça veut pas dire qu'on n'est pas autonome, ça veut juste dire qu'on accepte la main tendue pour faire baisser cette fameuse charge mentale, et il n'y a vraiment rien de mal à ça. Enfin, si on aborde le dernier langage, celui du toucher, le toucher, donc c'est du contact physique, donc c'est vraiment un moyen de créer de la connexion dans la matière. Le toucher, c'est aussi une marque de confiance. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir des petites infographies sur les régions du corps pour lesquelles on trouve acceptable d'être touché en fonction du degré d'intimité avec la personne en face. Donc un parfait étranger, par exemple, va y avoir les mains, parce qu'on est globalement prêt à serrer la main de quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais pas grand-chose de plus. Et plus la relation va être intime, plus il va y avoir des zones du corps qui sont autorisées. Par exemple, avec des amis, on va autoriser à se faire des câlins. Donc il va y avoir un contact plus prononcé. Et puis dans une relation amoureuse, là vous allez autoriser le toucher sur toutes les parties du corps. Pour autant, vous n'allez pas forcément l'autoriser tout le temps. Je rappelle, même si ça va sans dire, qu'il y a toujours une notion de consentement, même si on est en couple, donc on n'a pas forcément toujours envie d'être touché par tout. Et ça amène justement une deuxième notion au niveau du toucher qui est celle de la compréhension de l'autre. Lorsqu'on donne accès à son corps à quelqu'un d'autre, on lui donne accès à quelque chose de précieux, donc c'est vraiment une marque de confiance et on s'attend à ce que la personne en face le traite tel quel, donc avec respect, avec douceur, avec amour, et on s'attend à ce que la personne en face fasse toujours preuve de discernement et respecte nos limites. Donc je pense que le toucher, c'est également un langage très important qui véhicule confiance, respect, intimité bien sûr. Et je pense que c'est un langage qui doit être utilisé avec beaucoup de maturité parce qu'il peut à la fois être enivrant, rassurant, plein d'amour, et puis il peut vite devenir oppressant, violent s'il n'est pas utilisé avec le plus grand des respects. Donc voilà pour les 5 langages de l'amour. On parle de langage, mais vraiment moi je pense que ça représente aussi les différents piliers d'une relation saine. On a forcément des langages de prédilection, mais savoir parler les 5 langages, je crois que c'est le gage d'une belle relation, équilibrée et saine. Car si on reprend rapidement les bienfaits de chacun d'entre eux, les paroles et la communication valorisante, c'est un moyen de créer un environnement sécurisé qui permet à chacun de s'exprimer pleinement et donc d'avoir une communication mature et constructive. Les moments de qualité, c'est un moyen d'être présent l'un pour l'autre, d'être à l'écoute et de créer une connexion intellectuelle profonde. Les cadeaux, c'est une opportunité d'apporter légèreté, plaisir et bonheur au sein de la relation et de se rappeler qu'on a de quoi se sentir reconnaissant. Les services rendus, ça permet de faire du couple une équipe dans laquelle on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre. Et le tout, c'est un moyen de créer intimité, connexion physique et confiance. Et je pense sincèrement qu'avec toutes ces caractéristiques, il y a un terrain super fertile pour créer une relation pleine de sens, profonde, enrichissante et profondément satisfaisante. Donc moi je vous encourage vraiment à aller explorer les langages qui ne sont pas naturellement les vôtres et à apprendre à la cultiver parce que ça fera beaucoup de bien à toutes vos relations. Ok, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si je devais résumer les principaux messages du podcast, je dirais d'abord, tout simplement, il existe 5 langages de l'amour, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le contact physique. En général, on en a un ou deux de prédilection et puis on a tendance à penser que la personne en face, elle a les mêmes que nous. Donc en 2, apprendre à parler les 5 langages de l'amour, c'est une opportunité pour mieux comprendre la façon dont votre partenaire s'exprime et ça évite du coup la frustration de ne pas parler le même langage. Et enfin en 3, on parle de langage de l'amour, mais moi je pense sincèrement qu'on pourrait tout aussi bien parler de piliers pour une relation saine. Donc si vous souhaitez avoir une relation équilibrée et épanouissante, je vous encourage à apprendre à parler chacun de ces langages, car ils vous apporteront tous quelque chose de différent qui contribuera à la santé de votre relation. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté quelques informations intéressantes sur les différents langages de l'amour et que ça vous a donné envie de comprendre quels sont les langages que vous utilisez et quels sont ceux utilisés par ceux que vous aimez pour pouvoir avoir une meilleure communication et compréhension à l'avenir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire directement sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. Et puis si ça vous intéresse de rejoindre la communauté, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Vous aurez droit à la newsletter hebdomadaire qui annonce la sortie du podcast avec le thème de la semaine pour rater aucun épisode, ainsi qu'à un petit guide 100% gratuit pour vous aider à analyser vos émotions.
Vous pouvez également me suivre sur la page Insta de la Feel Better Community si vous en avez envie. Voilà, en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.